Ich starte auch die Aufzeichnung. Alles klar. Ja, herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, zum Bienvenue, mesdames et messieurs, à notre webinaire GABA. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais simplement vous donner quelques informations, à savoir comment vous pouvez sélectionner la langue. Vous savez que notre webinaire est webinaire en 2 langues. Vous avez au bas de votre écran ce symbole qui représente un globe, libellé interprétation ou en allemand Dolmetschen. Interpretation. Voilà, nous allons retourner en arrière dans la présentation. Voilà. Et je prie les personnes qui ont besoin de l'interprétation française de bien vouloir sélectionner la langue. Ne restez pas en mode désactivé. Sélectionnez la langue, l'allemand si vous êtes germanophone, le français pour les francophones. Il est très important pour les francophones de couper l'audio original, sans quoi vous allez entendre l'original et l'interprétation en même temps. Alors, je vais parler très lentement pour que tout le monde ait la possibilité de voir comment ça se passe. Voilà, c'est tout bon. Je vous souhaite officiellement une chaleureuse bienvenue à notre premier webinaire GABA de ce soir. Nous sommes très heureux que vous soyez présents. Nous allons parler aujourd'hui de l'anxiété et des douleurs liées à la MIH, un défi tout particulier pour la pédodontie. Je suis Anna-Maria Schmidt et nous allons entendre aujourd'hui le docteur Richard Steffen de Bâle, l'université de Bâle, où il œuvre, entre autres. Je m'appelle Anna-Maria Schmidt, je travaille chez GABA, comme je l'ai dit, depuis 2014. Je travaille pour GABA et je suis aussi responsable des manifestations en Suisse. Normalement, je suis à Hambourg. Aujourd'hui, je travaille en home office. Je suis très heureuse que nous soyons tous réunis aujourd'hui, tous et toutes. J'aimerais vous donner quelques infos techniques. Ce webinaire va avoir une durée d'environ 50 minutes pour l'intervention du Dr Steffen. Ensuite, nous avons quelques minutes pour les questions, les réponses. Je m'imagine déjà qu'il y en aura. Si vous avez des problèmes d'ordre technique, profitez de la fonction chat que Zoom vous offre au bas de votre écran. Vous pouvez taper toutes les questions qui vous intéressent. Vous pouvez aussi exprimer des souhaits ou bien sûr, des problèmes. Si vous en avez, le webinaire sera enregistré dans les 2 langues. Vous aurez la possibilité ultérieurement de savourer la version soit germanophone, soit francophone. Pendant l'exposé, nous allons aussi faire 4 petits sondages. Et vous allez voir qu'il y aura une petite fenêtre qui va apparaître sur votre écran où vous allez pouvoir cliquer sur la réponse qui vous convient. Ensuite, vous cliquez sur envoyer et comme ça, nous allons pouvoir évaluer et donc publier les résultats de ce sondage au vu et au su de tous les participants, participantes. J'ai l'honneur de vous présenter le docteur Richard Steffen. Je suis très heureux qu'il soit parmi nous. Le docteur Steffen, depuis plus de 30 ans, on n'oserait presque pas le dire, depuis 30 ans, il est médecin dentiste en pédodontie. Il est très enthousiaste, très engagé. Il travaille à la clinique universitaire de dentisterie médicale, mais il travaille aussi en cabinet privé. Il est médecin-chef de clinique à Bâle et à Zurich. Il est en même temps membre de la European Academy of Pediatric Dentistry. Et effectivement, il est un grand expert en matière justement de MIH, d'hypominéralisation des molaires et des incisives. Et il est spécialisé notamment en ce qui concerne ce problème pour les enfants. Je suis très heureuse de t'entendre.
et nous sommes certainement tous curieux de savoir ce que tu vas nous dire. Merci beaucoup pour ces gentils mots d'introduction, Anna. Alors, j'ai effectivement eu la possibilité de participer à des réunions par Zoom pendant cette pandémie. Et je dois dire que on n'a jamais beaucoup de problèmes techniques pour Zoom. Je remercie chaleureusement Colgate et l'entreprise GABA aussi, justement, de m'avoir invité. Ce n'est pas souvent que ça se passe comme ça en Suisse. Et effectivement, Zoom nous offre la belle possibilité de rester en contact en pandémie. Nous allons parler aujourd'hui de l'hypominéralisation molaire et incisive et des problèmes que cela suscite pour les enfants qui sont touchés et qui, justement, souffrent des conséquences de cette pathologie. Je vais essayer de vous donner un maximum de contenu pendant ces 50 minutes qui me sont données et je serai très heureux si mon exposé vous aidait à peut-être pouvoir mieux gérer la situation de ces patients qui sont en détresse, d'être un peu moins démunis, vous, en tant que médecin dentiste, face à ces problèmes. Et je vais vous faire un aveu tout de suite. Même moi, dans mes traitements, je rencontre des cas qui me font presque désespérer. Pourquoi? Parce que les défis auxquels nous sommes confrontés par la MIH sont tellement complexes que parfois on a l'impression de ne rien pouvoir faire. Alors, je vais essayer d'introduire un fil rouge et j'aimerais justement vous donner quelques informations très utiles pour cette problématique. Vous connaissez probablement tous et toutes ces images. Alors, ça s'appelle MIH, c'est l'hypominéralisation du malaire et des incisives, comme nous l'avons déjà vu, et vous voyez justement à quoi cela ressemble. Vous avez des concentrations sur les molaires et sur les incisives, sur les dents permanentes avec des décolorations, avec justement ces zones qui sont opaques, ces décolorations jaunâtres qui sont très désagréables en tant que telles déjà pour les enfants. Et vous voyez que dans une dentition absolument saine, il y a néanmoins des dents qui s'effritent, voire même presque s'effondrent et qui font beaucoup souffrir ces enfants. Ce qui est vraiment stupide dans cette histoire, ce qui est perfide, c'est que ça ne touche pas uniquement les dents permanentes, mais aussi les dents de lait. Aujourd'hui, effectivement, nous avons pu documenter pratiquement toutes les dents des arcs dentaires. Toutes les dents peuvent être touchées par une hypominéralisation. Ça, c'est donc des images qui représentent les différentes manifestations cliniques avec des restaurations atypiques, de mauvaises restauration. Vous voyez une très belle restauration en haut à droite. Bon, je ne savais pas comment faire autrement et vous voyez effectivement, au bout de 2 semaines, ça ressemblait déjà à cette image-là. Alors, effectivement, nous avons des problèmes principaux. Les problèmes principaux sont les effondrements de l'émail et de la dentine. C'est des choses qui sont presque imprévisibles. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais nous avons déjà beaucoup de données sur ce que nous avons à notre disposition en tant que moyens ou ce que nous n'avons pas. Et vous voyez justement ces effondrements spontanés dont la restauration est extrêmement difficile. C'est des fractures qui tout à coup se manifestent sans préavis, si vous voulez. Les restaurations sont très complexes. Deuxième cas, et c'est un problème qu'on a souvent sous-estimé, c'est le problème de l'hypersensibilité. Ces molaires qui sont permanentes peuvent passer en état d'hypersensibilité. Les molaires font mal, quoi que vous fassiez, avec une hygiène donc limitée, parce qu'on a très mal lorsqu'on veut se laver les dents. L'eau semble trop froide ou trop chaude. Cela nous entrave aussi dans nos efforts de traitement. Et vous voyez l'image des dents d'un enfant qui est très motivé pour l'hygiène dentaire, bucco-dentaire, mais la molaire est impossible à nettoyer parce que ça fait trop mal, ce qui, bien sûr, renforce encore ou accélère encore cette spirale de la destruction. Alors, vous pouvez, Madame Schmidt vous l'a dit, poser des questions. Il y a des questions justement que nous devons nous poser.
Alors, j'ai déjà essayé de traduire mes questions en français pour décharger un peu notre interprète. L'interprète remercie le docteur Stéphane. Première question. Alors, qui sont les participants, les participantes de ce webinaire? Êtes-vous dentistes, hygiénistes dentaires ou autres? Est-ce que vous êtes des spécialistes, des professionnels d'une entreprise, ce qui correspondrait à autre, n'est-ce pas? Vous voyez ici déjà ce schéma de sondage et vous avez 10 à 15 secondes pour cliquer sur la case qui vous correspond pour que nous ayons quelques informations supplémentaires sur les personnes pour lesquelles ces informations que je vais vous donner seront utiles. Alors, je m'exprime très souvent devant des médecins dentistes, mais je pense que ces informations peuvent aussi intéresser des personnes en provenance d'autres branches. Alors, un autre thème auquel je ne vais pas trop toucher quand même, et vous voyez ici le résultat du sondage. La plupart des participants, des participantes sont des dentistes comme moi. Nous avons quand même une grande partie encore d'hygiénistes dentaires et nous avons presque 10% de personnes, des participants qui proviennent d'autres métiers. Merci de votre participation, mesdames et messieurs. Une thématique que je ne veux pas trop approfondir, mais à laquelle je veux juste toucher, est la question de savoir quelle est la genèse de ce problème de MIH, à partir de quand ce problème commence-t-il à se présenter. Nous n'avons pas trop de données là-dessus, mais ce que nous savons, c'est que selon la dent qui est atteinte, eh bien, l'atteinte se fait déjà en période prénatale. Et effectivement, la plupart des dents touchées par la MIH sont touchées à partir de la naissance, mais plus tard encore, il peut y avoir des atteintes des premières ou deuxièmes molaires. Deuxième question. Alors, dans une semaine, combien de fois voyez-vous des patients qui souffrent de la MIH dans votre cabinet? Est-ce que c'est moins d'une fois par semaine? Est-ce que c'est 1 à 5 fois par semaine? Ou est-ce que vous voyez plus de 5 patients par semaine atteints d'hypominéralisation molaire incisive? Voilà la fenêtre de sondage, vous pouvez déjà répondre. Bien sûr que la réponse va dépendre de la question de savoir si vous avez un cabinet généraliste ou spécialiste ou si vous êtes un spécialiste en pédodontie. Si c'est le cas, alors je pense qu'une grande partie, une bonne partie de vos petits patients seront des patients atteints de MIH. En Suède, par exemple, on rencontre plus de problèmes liés à la MIH qu'au caries. Cela ressort d'une étude scientifique. Vous voyez le résultat du sondage et effectivement, une grande partie de vous rencontre quand même assez souvent des patients atteints d'hypominéralisation molaire incisive. Quels sont les problèmes principaux dont nous voulons parler aujourd'hui? D'une part, nous allons parler de ces effondrements de l'émail et de la dentine. Et l'autre thème qui va nous préoccuper, c'est l'hypersensibilité, comme je l'ai déjà annoncé. Alors, afin de pouvoir comprendre les processus de traitement de cette problématique, il faut déjà savoir qui sont nos patients. Eh bien, il ne s'agit pas de patients adultes, de personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience de la vie au moment où ils se rendent chez le dentiste. Non, nous avons effectivement un large éventail de petits patients et vous voyez effectivement que nous avons des tout petits qui viennent nous voir à 2 ans, 2 ans et demi, au moment du percement des molaires de lait, où nous avons peut-être une hypoplasie des molaires à traiter, et cela va aller jusqu'au moment où les dents sont matures, autour de 10 à 12 ans, avec l'entrée de la jeunesse, dans la jeunesse. Et ça, c'est justement l'éventail des patients que nous rencontrons en pédodontie. Et c'est un groupe de patients qui n'est pas facile à gérer. Alors, les enfants entre 5 et 10 ans, c'est des enfants qui sont sortis d'auberge, de notre avis de médecins dentistes. Ils sont déjà assez équilibrés, ils ont déjà quelques expériences de la vie, ils sont assez sûrs d'eux, ils ont de l'assurance et on peut effectivement les traiter pendant 10 à 30 minutes. Et si nous les mettons sous sédation,
Nous pouvons même prolonger encore les traitements qui peuvent être assez complexes. Donc, c'est un groupe de petits patients qui est assez facile à gérer, à traiter. Mais dès le moment où ces mêmes enfants présentent des dents atteintes de MIH qui sont en hypersensibilité, bien, ça se complique énormément. Alors, penchons-nous sur les enfants qui ont des hypoplasies des molaires de lait. Vous voyez que là, la situation de départ est très différente. Et là, nous devons effectivement, lors de la première crise, saisir cette première chance. Et si nous n'arrivons pas, si vous voulez, en quelque sorte, à domestiquer notre petit patient, ça deviendra très, très difficile. La vie pour ces petits-enfants se passe dans le présent, mais aussi dans la fantaisie. Et nous pouvons en profiter si nous savons comment faire. Et lorsque les enfants sont hypersensibles en raison de la MIH, bien sûr, leur traitement devient très, très difficile. Là, nous avons les critères justement émis par la EAPD, la European Academy of Pediatric Dentistry. Vous voyez l'opacité, vous voyez les effondrements de l'émail, les restaurations atypiques avec, sur les molaires, mais, ou même des extractions de dents pour des dentitions normalement saines. Mais qu'en est-il des douleurs? Alors, les douleurs ne se retrouvent pratiquement jamais dans la littérature. Et il existe peu de publications au sujet des douleurs de l'hypersensibilité dans le contexte de la MIH comparé au nombre de publications sur les autres aspects de cette pathologie. Alors voilà 3 images qui illustrent ce que vous pouvez rencontrer. À gauche, un molaire avec un effondrement tout frais, un enfant de 6 ans, une catastrophe. Au centre, une restauration atypique. Je connais le collègue qui était vraiment désespéré. Il a ressorti des caves l'amalgame classique parce qu'il ne savait pas comment combler cette alvéole. À droite, vous voyez une dentition tout à fait saine, sauf ces molaires hypersensibles, des molaires qui ne sont pas nettoyés correctement en raison de la douleur. Et vous avez là, bien évidemment, une bombe à retardement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette hypersensibilité? Pourquoi ce problème? Pourquoi est-il si énorme? Eh bien, c'est dû à des défectuosités dans la structure de l'émail et de la dentine. Donc, effectivement, des nox chimiques, chimiophysiques peuvent traverser plus facilement et cela engendre une situation d'hypersensibilité. C'est comme si on remuait un essaim d'abeilles avec une branche, les abeilles s'énervent. C'est un peu la même chose. Et en même temps, il est important de savoir qu'il s'agit d'un état et d'une pathologie chronique. On entre dans un état de chronicité et une hypersensibilité chronique diffère de façon très importante au niveau des conséquences et de la possibilité de traitement de hypersensibilité qui n'est pas chronique. J'aimerais vous expliquer pourquoi. Nous avons beaucoup appris. Nous avions à Zurich à l'époque le professeur Gallaki de la clinique de la douleur de Kirchgarten à Bâle qui est venu nous voir et qui nous a expliqué comment gérer les douleurs chroniques, comment pouvons-nous aider ces petits patients à sortir de la douleur chronique. Le professeur Gallaki s'était occupé des patients adultes atteints de douleurs dorsales, très souvent bien sûr des dentistes qui souvent souffrent de douleurs pendant des mois et des années. Ce que nous avons appris de ces spécialistes sur la thérapie de la douleur, c'est qu'il faut d'abord un diagnostic de la douleur très bien établi et il faut une bonne anamnèse, un bon historique médical et il faut donc, lorsqu'on a affaire à des enfants, eh bien, aller à la pêche. En même temps, lorsque vous dressez l'historique, il est important que vous soyez de bons observateurs. Et vous, qui êtes au bénéfice d'une longue expérience dans le traitement des enfants, vous savez certainement qu'il existe différents niveaux de la perception de la douleur. Il y a des petits-enfants qui hurlent de douleur lorsqu'on les touche. Aujourd'hui, tout le monde parle de méga, en allemand pour le moins, c'est méga cool, ça fait méga mal. Alors en français, on dirait c'est hyper cool, ça fait hyper mal.
Mais les enfants qui ont des molaires atteintes, ben, c'est des enfants qui ont déjà vécu toute la dureté de la vie, qui connaissent déjà les réalités de la vie et qui vont donc peut-être moins exprimer la perception de la douleur. Mais il existe des différences individuelles. Intéressez-vous au contexte familial. Est-ce que l'enfant bénéficie du soutien de ses parents, de son entourage, des experts, des professionnels? Quel est le contexte socio-économique de l'enfant? Quelles sont les circonstances de vie de cet enfant? Est-ce que la famille a de l'argent pour traiter son enfant? Est-ce que la famille est prête à s'occuper de la pathologie de l'enfant? Et ensuite, bien sûr, vous connaissez ce Wong-Baker Faces Pain Rating Scale, cette échelle de la douleur. Et je sais d'expérience que les enfants aiment bien cocher tout et n'importe quoi. De mon avis, il y a trop d'études scientifiques qui sont basées sur cette échelle. Il existe des graduations plus utiles, mais pour les faire fonctionner, il faut investir du temps et une bonne interaction avec les enfants. Ce qui va ensuite, côté positif, vous donner une image correcte de la douleur chronique dont souffrent ces enfants. Alors, je répète encore une fois, il faut un bon diagnostic très correct, un bon historique. Intéressez-vous à la perception individuelle de la douleur par votre patient. Intéressez-vous au contexte familial, socio-économique de votre petit patient. Intéressez-vous aussi à l'algésimétrie, bien sûr. Et cela va vous permettre justement de bien planifier la thérapie de la douleur. Il est très important que vous restiez à tout moment flexible, que vous soyez réagir au tac à tac, ce qui demande aussi bien sûr une anesthésie locale optimale pour interrompre la chronicité de la douleur. Je vais vous dire une chose maintenant, à savoir qu'il est possible que l'anesthésie locale, malheureusement, ne prenne pas. Je vais vous expliquer pourquoi dans ce cas de figure. Ça, c'est un modèle qui doit me servir à vous expliquer pourquoi l'anesthésie locale qui fonctionne toujours, malheureusement, échoue parfois lors d'une hypersensibilité chronique d'une molaire touchée par l'hypominéralisation molaire incisive. Vous avez une afférence de douleur. Vous avez brûlé votre doigt, alors ça passe par la moelle épinière dans le cortex. Et ensuite, vous allez retirer votre doigt de la plaque du four et vous avez donc réagi. Mais qu'en est-il pour les dents? Alors, vous avez une molaire qui fait mal depuis longtemps et qui réagit à tous les NOx, chimiques ou physiques. Et cela ne s'arrête jamais. C'est des irritations permanentes et cela engendre justement cette chronicité. Ce n'est donc pas la douleur ponctuelle lorsqu'on se brûle le doigt en faisant la cuisine, c'est très différent. Et ces douleurs, justement, passent par des molaires dans les autres zones de visage, en passant par les nerfs faciaux, en passant par les nerfs de la racine de crâne. Et donc, toutes ces parties de la tête très centrales deviennent plus sensibles. Et un autre effet du problème, c'est que dans toutes les structures qui conduisent la douleur, il y a une sensibilisation supplémentaire. Alors, vous pouvez, si ça vous intéresse, lire plus sur cette Gate Control Theory qui décrit une partie seulement de ce processus de passage de la douleur ou de la genèse de la chronicité. Et ensuite, nous avons l'hypothalamus et qui va réagir avec le cortex et avec le tronc cérébral. Donc, le cortex est dans une boucle d'activation avec le tronc cérébral en permanence, ce qui fait qu'effectivement, le niveau de douleur s'élève. Et ça, c'est justement la perception chronique de la douleur qui va en être la conséquence.
Alors, j'aimerais vous parler maintenant des bases du traitement en pédodontie. Je suis presque sûre que la plupart d'entre vous, mesdames et messieurs, savent déjà tout ce que je vais vous dire dans les 10 minutes qui suivent parce que c'est la norme pour la médecine dentaire, mais j'aimerais quand même passer cela rapidement en revue. Alors, quelles sont les bases dont un élément, c'est la communication. Deuxièmement, il y a les techniques du processus de traitement et il existe énormément de méthodes pour influer sur le psychisme de vos patients. Alors, parlons communication. Il existe des chercheurs en communication, comme par exemple Paul Václavic, des chercheurs qui ont constaté qu'il y a beaucoup de mécanismes de la communication. Je ne vais pas entrer dans le détail, j'aimerais juste vous dire une phrase. Si vous dites à un enfant, mais ça ne va pas faire mal, alors le sous-conscient de l'enfant va comprendre autre chose. Il va comprendre maintenant, ça va me faire mal parce que le sous-conscient ne connaît pas la négation. Alors, la communication passe aussi par la communication non verbale. On sait ça tous, dans vos cabinets, vous vous efforcez justement d'introduire des couleurs assez éclatantes, éclaires, et un concept couleur de ce genre doit nous aider. Et pourtant, les enfants n'aiment pas vous voir parce qu'ils ont des douleurs chroniques et ils savent déjà que cette douleur va être activée. Il faut toujours laisser le choix à l'enfant. Alors, cela peut toucher à votre apparence, par exemple. Si vous approchez de votre patient de cette façon, vous n'avez pas compris les éléments de base de la pédodontie. Et soyez humble. Mettez-vous à genoux, soyez à hauteur égale avec l'enfant. Ça, c'est une des bases de la pédiatrie et pas seulement de la pédodontie. De petits cadeaux sont toujours bons pour l'amitié et il ne s'agit pas il s'agit simplement de créer un lien entre l'enfant et vous et le personnel de votre cabinet. Et vous savez que si l'enfant arrive chez vous avec des ressentiments et de la peur et que vous savez gagner sa confiance, eh bien, il sera libéré lorsqu'il viendra vous voir les prochaines fois. Il est très important que nous sachions une fois pour toutes changer de cap et de paradigme depuis que la médecine dentaire existe, nous nous efforçons d'éliminer la douleur, mais bien évidemment, malheureusement, on a toujours peur de nous et de la douleur. Vous connaissez tous cette phrase, dès que je vous vois, j'ai mal, et malheureusement, il y a peu de médecins sont autant que nous, les médecins dentistes, confrontés à la peur de la douleur. Ensuite, il y a ces techniques de l'explication. Expliquez tout et n'importe quoi à vos enfants. Expliquez le miroir, la seringue, tous vos instruments, mais en adoptant un langage qui corresponde à leur âge. Ça, c'est la phase de la parole, la phase du tel. Tel, ça veut dire, n'est-ce pas, en anglais? Alors, prenez le temps de parler et d'expliquer à l'enfant, cela vaut la peine, ça aura des répercussions très positives. Ensuite, il y a la phase de la démonstration, la phase du show. Alors, montrez tous les instruments, tout ce que vous allez utiliser. Et montrez tout cela toujours en adoptant un mode très doux. Soyez doux vis-à-vis de l'enfant. Trouvez votre propre style et adaptez-vous toujours dans votre communication à l'âge de l'enfant. Ensuite, il y a la seringue. Alors, moi, je vais utiliser un euphémisme pour parler de l'injection. Je dis, ça, c'est une chose que j'utilise pour que la dent ne te fasse pas mal. Voilà. Et ensuite, vous pouvez passer en phase action, la phase doux, et il faut bien être préparé, bien avoir préparé le terrain avant d'entrer dans la phase de l'action. Il est possible que dans cette phase de l'action, vous submergez l'enfant, vous le surchargez, et cela peut faire que vous allez devoir reculer vers une phase antérieure, la phase de l'explication, de la démonstration, avant de revenir vers la phase de l'action. Autrement, vous risquez le refus de l'enfant.
Ensuite, il y a des méthodes qui peuvent influer sur le psychisme. Quels sont ces trucs, ces outils que nous avons à notre disposition pour influer sur les enfants par des méthodes très ciblées? Alors, entraînez-vous en hypnose, technique de communication. Apprenez la base de la communication avec les patients. Alors, j'aimerais simplement vous présenter 5 éléments possibles très rapidement sans aller dans les profondeurs. Alors, il existe le conditionnement. Ça, c'est le chien selon Pavlov que vous connaissez, mais c'est un peu différent pour les dentistes. Servez-vous de beaux objets pour évoquer des émotions positives et lier cela avec des rituels de traitement qui reviennent toujours de la même façon. Et ainsi, vous allez donc pouvoir lier vos rituels de traitement à des mémoires positives, des images positives. Et cela va pas seulement aider l'enfant, mais cela va vous aider à vous aussi parce que l'enfant et vous, vous allez tous les deux entrer dans un genre de transe qui va durer pendant tout ce traitement. Et cela va vous permettre à l'enfant et au médecin traitant d'être détendu. Ensuite, il y a ce renforcement positif. Alors, bien évidemment, ce n'est pas de la quand ne bouge pas et que tu te laisses faire, on va te faire un grand cadeau, par exemple une maison Barbie ou bien un vaisseau de pirate. Mais je pense que la meilleure chose, c'est de faire des compliments, tout le monde à l'enfant. Alors, submergez-le de compliments, dites-lui qu'il fait bien et vous allez voir que même vous, vous allez vous sentir mieux pendant le processus. Ensuite, il existe aussi simplement le détournement de l'attention et le contrôle. Tout le monde connaît Roger Federer, par exemple, mais allez à la pêche aux informations, essayez de savoir ce qui fascine et ce qui intéresse particulièrement l'enfant. Et comme ça, vous aurez le contrôle sur la communication, vous pourrez dominer le thème, la thématique. Et en même temps, il est important que l'enfant sache qu'il peut signaliser qu'il faut arrêter. Il faut donc préalablement conclure un accord avec l'enfant sur les signaux qu'il va vous donner. Ensuite, il y a la désensibilisation systématique, une technique qui est utilisée pour résoudre le problème de phobie, phobie des hauteurs, phobie des araignées et autres encore. Et donc, pour traiter ce genre de phobie, on peut commencer par des moyens de désensibilisation très simples pour passer au plus compliqué. Ensuite, il y a le modélage cognitif. Ça, c'est une chose que les enfants maîtrisent parfaitement. Lisez un livre pour enfants avec les enfants, jouez au dentiste avec l'enfant. Et ça dépend bien sûr du tempérament de chacun. Je connais des dentistes qui adorent tellement jouer qui oublient le traitement même. Mais je pense qu'il est effectivement très facile d'amener un enfant à se lancer dans un modeling cognitif. Et bien sûr, il existe des méthodes directes pour prendre de l'influence sur le psychisme. Premièrement, le voice control, contrôle par la voix, c'est très propagé en Amérique. Et donc, vous parlez tout à coup beaucoup plus fort et vous hurlez dans l'oreille de l'enfant, mais ce n'est pas du tout ce que nous entendons. Ici, chez nous, par voice control, nous entendons par voice control le contraire. Alors, chaque enfant sait que si vous chuchotez, eh bien, vous chuchotez pour dire une chose très importante. Alors, chuchoter dans l'oreille de l'enfant, ça, c'est du voice control pour les dentistes. Ensuite, il y a le passive active restraint. Alors, c'est une chose que nous ne faisons jamais, les restrictions passives ou de la mobilité active ou passive, ne le faites jamais parce que vous risquez de profondément traumatiser les patients. La même chose vaut pour la situation hand over mouth, couvrir la bouche par la main. Alors les enfants perçoivent comme cela comme une tentative de les étouffer. C'est peut-être utile lorsque l'enfant entre en hystérie, mais à mon avis, c'est à proscrire, c'est à oublier. Alors, troisième question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous avez déjà eu des patients avec des dents MIH que vous ne pouviez pas traiter en raison de leur hypersensibilité? Oui ou non? Vous voyez
la fenêtre de sondage. Est-ce qu'effectivement, l'enfant n'acceptait pas d'ouvrir sa bouche? Est-ce que vous n'avez pas pu placer une anesthésie ou est-ce que l'anesthésie n'a pas pris? Est-ce que donc vous avez eu des patients que vous n'avez pas pu traiter? Oui, non. Votre réponse m'intéresse fortement, bien sûr. Voilà les résultats. Je constate qu'un grand pourcentage dit que non. Effectivement, vous faites mieux que moi, parce que moi, encore aujourd'hui, j'ai des enfants dans mon cabinet, des enfants qui refusent tout traitement ou que je n'arrive pas à traiter. Tous mes compliments aux chers consoeurs, aux chers confrères qui nous écoutent. Alors, qu'est-ce que nous avons fait pour sortir de ce dilemme ou pour faire que la balance penche de notre côté? Nous avons des collègues de Gießen et de Zurich, de Würzburg qui se sont rencontrés pour développer ce indice des besoins de traitement. C'était moi et c'était M. Kremer et M. Bakes. Et nous avons justement développé cet indice pour le MIH. J'aimerais vous l'expliquer. C'est un indice qui nous sert pour les patients individuels et pour des études épidémiologiques. Et nous faisons des mesures par sextant. Nous avons la mâchoire supérieure à gauche et à droite. Nous avons la mandibule à gauche et à droite. Alors, nous avons des valeurs de 0 à 4. 0, il n'y a pas de MIH. MIH1, c'est qu'il y a de la MIH sans hypersensibilité. Nous avons dans les sextants à gauche ou sur les dents frontales. Ensuite, nous avons l'indice 2, ça devient un peu plus compliqué. Nous avons donc une situation de MIH avec effondrement, mais sans hypersensibilité. C'est une situation plus facile cliniquement que la valeur 3. L'indice 3 nous donne une hypersensibilité sans effondrement, avec de petits effondrements. Mais c'est très difficile à sceller et le K4 réunit les deux problèmes. Il y a hypersensibilité et il y a effondrement et ça, c'est les cas les plus difficiles. C'est les cas les plus intéressants aussi, les plus grands défis, et ça, c'est les enfants où le contrôle de la douleur, malheureusement, très souvent ne prend pas. Et basé sur ces indices, nous avons développé des schémas de traitement. N'entrons pas dans le détail. Ce qui est décisif pour nous, c'est justement les indices 3 et 4, parce que là, nous avons affaire à de la douleur. Traiter des dents atteintes par la MIH, des dents qui sont hypersensibles. Alors, nous allons passer par l'assistance en urgence. Dès que l'enfant vient vous voir, vous prenez tout de suite une mesure d'urgence. La deuxième mesure est une mesure à plus long terme, c'est une mesure de désensibilisation, ce qui veut dire que vous allez essayer de pacifier les dents hypersensibles. La troisième étape est une étape thérapeutique où vous allez avoir besoin d'un contrôle optimal de la douleur spécifique à la problématique MIH. Alors, cette emergency assistance, je ne laisse jamais partir un patient après sa première séance sans que j'ai pour le moins provisoirement restauré un tel effondrement. Je vais vous dire comment faire. Vous pouvez utiliser un ciment ionomère en verre ou un coating. Alors, bien sûr, il y a des dentistes qui me disent, eh bien, regardez ces restaurations terribles de Stephen, il est trop bête pour bien faire ces restaurations. Ce n'est pas vrai, je ne vais simplement pas laisser un enfant partir sans que je l'ai aidé. Et si vous constatez qu'une dent perce déjà et qu'il est déjà atteint de MIH et que cette dent fait mal, utilisez pour le moins du Durafat
et allez l'appliquer. Ça aussi, c'est de l'assistance en urgence. Et si vous avez une lésion d'une dent lactée qui est ouverte, eh bien, utilisez un coating. Vous pouvez aussi l'appliquer en état semi-séché. Une dent comme celle-ci, recouvrez-la par un coating parce que ça fait trop mal. C'est très destructeur. Et vous avez là encore une dent lactée avec une lésion ouverte, une caries Zika, pour le moins un ionomère vert pour la couverture. Et là, vous pouvez utiliser un sément bioactif. En ce moment, heureusement, il existe la biodentine. C'est un sément silicate hydraulique que vous pouvez justement appliquer très proche de la pulpe. C'est une restauration provisoire. Vous avez une lésion sur la 7e, vous voyez la plaque, on n'arrive pas à l'éliminer. Faites de l'assistance d'urgence et appliquez pour le moins un sément en ionomère de verre. Et prenez le Tutsi Triage Pink que vous allez pouvoir justement distinguer de l'émail et de la dentine. Lorsque vous allez faire la deuxième intervention, vous n'allez pas enlever avec votre forêt la moitié de la dent. Voilà, en raison de la couleur. Alors, quels sont les matériaux que nous avons à notre disposition pour l'assistance en urgence? Nous avons le Fuji triage, nous avons les séments hydrauliques en silicone, nous avons les vernis, nous avons les vernis fluorés et bien sûr le Clix Pro XT Varnish, c'est un nom impossible, mais c'est un coating. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coating? C'est un mélange de matrice durcissant sous la lumière, non sensible à l'humidité, qui est enrichi de fluor et de matériaux régénérateurs, le tricalcium phosphate par exemple, ou d'autres matériaux, substances encore. Et ça, c'est un matériau qui a des capacités isolantes et régénérantes, et il peut être appliqué dans un état buccal, pas tout à fait sec. Donc, ce Climpro XT Varnish est extrêmement utile dans beaucoup de situations délicates. Alors, je vais vous poser une question. Ne répondez pas. Quel est l'enfant qui a une dent hypersensible? C'est tout à fait clair. L'enfant à gauche, c'est une petite fille qui sait que va faire mal. Et ça, c'est un savoir qui repose sur l'expérience de la douleur chronique, une douleur chronique qui va atteindre beaucoup de domaines de sa vie. C'est un folio que Madame Schmidt a mis à ma disposition. Vous voyez effectivement que la qualité de vie de ces enfants va diminuer en raison de ces douleurs chroniques au niveau clinique, au niveau psychique. Et c'est des atteintes de la qualité de la vie qui sont très importantes. Vous voyez donc sur ce schéma très bien fait ce dont souffrent et combien souffrent ces enfants. Je vous recommande d'acheter cette œuvre. L'hypominéralisation des molaires et incisives, Molar Incisor Hypomineralization. Catherine Beckes a été l'éditrice de cette superbe œuvre. Elle est vraiment hyper superbe, pour le dire. Clairement. Alors, dans cette œuvre, vous allez trouver énormément d'informations sur les différentes méthodologies de traitement, sur la désensibilisation, par exemple. Il y a tout un chapitre avec les différents matériaux à votre disposition, des matériaux qui finalement sont les mêmes que nous utilisons pour pouvoir traiter les caries, le Durafat, l'Elmex verte, ou bien la gelée Elmex, que je n'aime pas trop utiliser. C'est excellent pour la prévention des caries, mais pas tellement bien pour traiter les dents MIH. Catherine Bekesh a fait une jolie étude sur l'Elmex vert qui a révélé qu'effectivement, Elmex verte est active aussi pour les dents atteintes de MIH. J'aimerais vous présenter 3 produits pour faire Die Zulassung ist unglaublich komplex und die Et l'homologation a été extrêmement complexe. La recertification
demande énormément d'énergie, alors que Elmex verte, Sensitive Professional, c'est également un produit médical. Nous avons en Suisse une nouvelle loi sur les produits médicaux qui ne rend pas la vie très facile pour les chercheurs et pour les médecins. Alors, bien sûr, le moyen le plus simple, c'est les dentifrices normaux et les bains de bouche fluorés. Et ça, c'est des produits qui sont plus faciles à lancer sur le marché. Et bien sûr, si vous cherchez un dentifrice fluoré, alors prenez de l'Elmex sans menthol parce que les enfants, ils sentent tout et n'importe quoi. Ils savent s'il y a un tout petit peu de substance de menthol et les enfants vont adorer leur dentiste, vont vous adorer si vous leur présentez cet Elmex sans menthol. Alors, très bien. Une autre chose qui est très importante, justement, une chose qui est très importante, c'est de savoir gérer le comportement des enfants. Alors, l'enfant, lorsqu'il se pose sur votre fauteuil, il sait déjà qu'il aura probablement mal. Donc, pas de pompe à air, pas de pompe à aspiration, ne faites rien de ce qui fait mal. Utilisez tous les moyens simples pour sécher la situation, pour pouvoir faire le diagnostic bucco-dentaire, les rouleaux en coton, par exemple. Et dites à l'enfant, voilà, moi, j'ai vu quel est ton problème et tu peux à tout moment m'arrêter. Et croyez-moi, tous les enfants vont faire le test et lever la main pour vous dire stop s'il a mal. Et si là, vous n'arrêtez pas tout de suite, vous aurez perdu le jeu. Et l'enfant qui lève sa main, bien évidemment, l'enfant qui lève sa main est aussi un enfant très intelligent. Alors, ma quatrième question est la suivante. Avez-vous également fait l'expérience qu'un anesthésique local ne fonctionne pas ou mal sur une dent atteinte d'hypominéralisation molaire incisive? Oui ou non? Je vous prie de cliquer sur la bonne réponse. Alors, effectivement, j'ai déjà perdu 5 minutes de temps, malheureusement. Oui, une grande partie de vous ont déjà vécu ce cas. Pour tous ceux qui ont pu cliquer sur non, soyez contents. Alors, que pouvez-vous faire pour obtenir un contrôle optimal de la douleur sous thérapie? Alors, servez-vous d'un bon anesthésien. La teneur en épinéphrine ne doit pas forcément être très élevée. La durée du traitement ne sera pas longue. L'articaïne, par exemple. Ensuite, basez-vous sur la bonne technique d'injection. La bonne technique d'injection pour l'hypersensibilité, c'est la technique CIA établie par le Dr Williams, qui est décrite aussi dans cette œuvre, ce livre que je vous ai recommandé. Alors, vous voyez ici le catalogue des techniques possibles, des techniques qui sont magnifiques, qui justement vous permettent de dévier de la technique classique et qui vous permettent de mieux contrôler la douleur, beaucoup mieux. Ensuite, bien sûr, basez-vous sur un équipement technique optimal. Vous avez ici un appareil d'anesthésie piloté par ordinateur. C'est un appareil qui est génial, qui vous permet justement de procéder à une anesthésie sans traumatisme, ou bien basez-vous sur une technique d'anesthésie intra-ossaire avec le Quick Slipper développé en France qui vous permet de transpercer le cortex et vous pouvez donc injecter l'anesthésiant dans la spongieuse. Ça, tout son effet est utiliser des seringues smart et futées. Et ça, c'est des seringues justement qui ne font pas mal lors du passage dans les tissus mous. Voilà une image de l'application de Quick Slipper. Vous voyez une aiguille en rotation qui passe paroi corticale dans la spongieuse. Ensuite, nous avons aussi appris quelque chose de ces patients qui souffrent de douleurs dorsales chroniques. Il faut procéder à une prémédication et on n'a pas besoin d'agir contre la douleur sur une très longue durée.
Il suffit de traiter la douleur pendant 1 à 3 jours, mais en appliquant des doses aussi élevées que possible. Et il existe une riche littérature à ce sujet. Lisez là encore le livre de Kartin Bekesh. J'aimerais juste toucher à cette thématique. Alors, utilisez le paracétamol ou l'ibuprofène, mais utilisez le dosage le plus élevé possible pour le poids spécifique de l'enfant. Vous savez que justement, vous pouvez donner du paracétamol 36 heures, 24 heures, 12 heures, 8 heures et 1 heure en phase préopératoire avec ce dosage que vous indiquez ici. Et cela va justement interrompre la douleur chronique. Vous vous souvenez peut-être de ce que j'ai dit de la théorie du gate control. Lorsque vous procédez à une injection pour l'anesthésie locale, vous allez, oui, interrompre la transmission de la douleur entre l'appareil sensoriel et l'hypothalamus et le cortex, mais vous avez bien constaté que cette boucle sans fin va quand même se mettre en rotation et là, vous devez pouvoir agir. Il serait très important que vous puissiez justement interrompre cette douleur chronique et vous pouvez le faire justement en donnant des analgésiants en haut dosage pendant plusieurs jours avant l'intervention. Ça, c'est la possibilité que vous avez pour influer sur la douleur. Et ensuite, bien sûr, il y a la sédation par protoxyde d'azote, par gaz hilarant, et ça, c'est effectivement un moyen que nous avons pour influer sur le psychisme, et c'est un moyen qui va nous permettre d'appliquer nos mesures de communication agissant sur le psychisme avec plus de succès encore. Et bien sûr, utiliser aussi l'Isolite, ce système d'aspiration intraorale. Et il est vrai que je n'aime pas vraiment utiliser justement, de traiter ces dents avec un barrage dentaire liquide. Et parfois, rien ne fait et rien ne marche. L'enfant a peur, il a mal. Sa mère lui dit, tu ne dois pas avoir peur, tu n'auras pas mal. Et pourtant, tout se passe très mal. Et alors, vous allez devoir décider que l'enfant sera traité sous anesthésie générale et ça coûte très cher en Suisse. Alors, si vous avez déjà tout prévu pour pouvoir bien traiter ces dents atteintes de MIH qui sont en hypersensibilité, si vous avez développé jusqu'à la pointe du savoir votre technique de communication, que vous savez comment interrompre la douleur pour désensibiliser, si vous savez comment faire l'anesthésie locale pour procéder à une bonne restauration en passant par une bonne anesthésie, alors vous avez la possibilité d'éviter l'anesthésie générale. Et ça encore, vous allez le trouver dans ce livre que je vous recommande une fois de plus. Je touche à la fin de mon exposé. Je remercie avant tout, je ne dois pas dire traductrice, je remercie la dame qui a été mon interprète vers le français. J'espère que la vie n'a pas été trop dure pour mon interprète. L'interprète espère que sa voix n'ait pas été trop désagréable pour les participantes et les participants. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs, je n'ai pas eu l'occasion pendant mon exposé de lire vos questions dans le chat. Contactez-moi par email. Je suis richter.stephen@unibal.ch. Anna, tu as la parole. Merci infiniment à toi, Richard, Stephen. Voilà, nous allons garder encore ce transparent parce qu'il nous reste encore quelques minutes de temps. Tu as vraiment très bien respecté les délais et le temps qu'on t'avait attribué. J'ai trouvé très passionnant de pouvoir t'entendre avec toutes ces informations très proches de la pratique et tes recommandations qui vont nous soutenir dans le traitement, pas seulement des enfants atteints de MIH, mais dans le traitement
de tous les enfants en pédodontie. Je pense que nous tous, nous avons fait des expériences douloureuses avec des enfants qui souffraient justement de douleur et qui avaient peur. Alors, il y a des questions et pas mal de questions qui ont été posées dans la fenêtre de chat. Mesdames et messieurs, il nous reste quelques minutes. Vous avez encore l'occasion de poser des questions s'il y en a qui vous sont venues à l'esprit. Alors, une question est de savoir si on connaît mieux aujourd'hui la genèse de l'hypominéralisation molaire incisive. Tu nous as dit à quel moment, justement, dans l'évolution ou dans le développement de la dent, la MIH peut se manifester. Est-ce que tu peux nous dire encore plus là-dessus? Oui, je n'ai pas vraiment parlé de cette thématique et pour cause. Si je commence à parler de la genèse, eh bien, ou je peux en parler pendant 1 heure, ou bien je peux simplement dire que nous n'en savons rien du tout. Et les deux choses sont vraies. Nous avons certaines suspicions concernant quelques agents déclencheurs, mais pas assez pour faire de la prévention. Pour les caries, nous savons de quoi il s'agit. Nous pouvons utiliser le fluor. Et la discipline bucco-dentaire est importante. Une réduction de la consommation du sucre est importante pour prévenir les caries. C'est de la prévention primaire qui est impossible de la même façon pour les dents MIH, malheureusement. Eh bien, si on veut vraiment savoir quelle est la genèse, il faut faire des études prospectives en incluant des femmes enceintes, en suivant les enfants jusqu'à l'âge de 6, 7, 8 ans. Et il faut que ce soit des études extrêmement larges. C'est difficile. Mais là, voilà, justement, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent. Alors, une question qui va de pair. Alors, des dents de lait qui sont atteintes de MIH, eh bien, est-ce qu'il faut craindre que les dents permanentes seront touchées aussi par la MIH? Je ne connais pas personnellement de publication qui établit un lien entre les deux éléments. Selon mes observations, les risques ne sont pas liés. Alors, vous ne risquez pas d'avoir des dents permanentes touchées par la MIH s'il y a des dents de lait MIH. Justement, effectivement, la perturbation intervient à un autre moment et s'il n'y a pas une influence qui reste permanente, qui se perpétue, bien, il est clair qu'il n'y a pas forcément de risque pour les dents permanentes. Ensuite, alors justement, pourquoi ne pas utiliser le digue? Eh bien, on sait que justement, cela laisse ensuite des marques dans l'émail. Si vous faites des images par microscopie électronique à balayage, vous voyez qu'il y a justement des lésions. Il y a d'autres méthodologies de séchage qui sont moins traumatiques et qui vous permettent justement de sécher les dents. C'est nettement mieux. Oui, effectivement, moi aussi, j'en ai fait l'expérience et je sais que ça peut être vraiment très désagréable que ce barrage dentaire liquide. Alors, à partir de quel âge, c'est une autre question. Utilises-tu le dentifrice Durafat Alpha? À partir de quel âge et à quelle fréquence? Oui, alors ce dentifrice Durafat, eh bien, il ne faut pas le remettre à n'importe qui. Il s'agit d'un médicament proprement dit. De mon avis, ce n'est pas simplement un produit médical et il doit être prescrit par un médecin, par nous les dentistes. Donc, et il y a un risque d'ingestion de grandes quantités de fluor qui sont liées à ce dentifrice. Ce risque est grand. C'est pourquoi je suis très réticent à remettre ce dentifrice à Durafat aux enfants. Je ne me fie pas à ce que me disent les enfants, même s'ils disent qu'ils savent cracher le dentifrice, qu'ils ne l'avalent jamais. Mais je trouve que la concentration, la teneur en fluor est très élevée quand même.
Nous avons d'autres méthodes. Nous avons la méthode professionnelle. Nous avons les hygiénistes dentaires qui nous regardent et qui nous écoutent. Et donc, je recommande qu'on aille voir justement des assistants dentaires, hygiénistes dentaires en prophylaxie qui savent aussi traiter les dents avec ce vernis fluoré. Nous avons ce coating justement qui contient du fluor et qui va pouvoir agir très longtemps sur la dent. Et nous avons donc justement du fluor qui agit au niveau local, mais on ne va jamais surdoser en fluor l'enfant. Alors, ce dentifrice de Durafate qui existe en différentes concentrations, nous l'appliquons beaucoup pour les adultes dont les caries se réactivent tout à coup en raison d'un événement qui intervient dans leur vie. Et pour les adultes, c'est idéal, mais ce n'est pas vraiment adapté pour les enfants. Alors, en adoptant la perspective des producteurs, je dois dire que c'est un dentifrice qui est homologué à partir d'un âge de 16 ans, mais bien évidemment des dentistes qui souhaitent néanmoins le remettre à leurs petits patients, ils peuvent le faire, ils sont libres, mais ce n'est pas très recommandé. Oui, effectivement, nous avons toujours la possibilité aussi de prescrire une utilisation off-label. Et si on est très précis, il n'y a pas un seul médicament qui soit homologué pour les enfants sous de 6 ans, quel que soit le médicament. Et là, effectivement, nous nous situons dans un espace juridique qui est très intéressant, n'est-ce pas? Mais lorsque vous allez dans une clinique, un hôpital, et que vous voyez un chirurgien du cœur qui opère un enfant de 2 ans, il fait des choses très interdites, mais il est quand même un héros. Le temps s'écoule, mais il y a une question qui me paraît importante. Alors, qu'en est-il du traitement de longue durée ou à long terme des dents touchées? Est-ce qu'il faut essayer de maintenir aussi longtemps que possible ces dents touchées par la MIH? Est-ce qu'il faudrait les extraire? Que faire et à quel moment? C'est certainement une thématique tout à fait vaste. Je ne sais pas si tu pourrais nous en parler en quelques mots seulement. Je reste volontiers encore très longtemps avec vous. Bon, je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question. Catherine Becker et M. Kremer sont beaucoup plus qualifiés que moi pour parler justement du traitement de longue durée dans MIH. Comme je l'ai dit, lisez notre publication, ce livre. Je ne veux pas trop faire de pub et je ne veux pas ou paraître arrogant, mais c'est vraiment une thématique très importante. Et pour les restaurations définitives, nous avons développé d'excellents concepts, 2 mots seulement. Nous avons justement un remplissage en composite et nous avons ensuite des composites renforcés par des fibres de verre. Et ça, c'est des technologies qui fonctionnent extrêmement bien, mais ne me posez, s'il vous plaît, pas trop de questions à ce sujet. Bien, je sais qu'il existe beaucoup de méthodes possibles. Alors, une dernière question que j'aimerais vous transmettre par rapport à la désensibilisation. Alors, nous avons un enfant avec des dents de lait, enfant de 3 ans, que donner aux parents de la gelée Elmex et à quelle fréquence le petit patient doit-il revenir dans votre cabinet? Alors, ni de la gelée Elmex, ni de dentifrice Durafate. Ça, c'est vraiment un champ d'application des coatings. Et vous devez justement utiliser une chose que l'enfant n'avale pas. Un coating, vous pouvez l'appliquer lorsque vous avez justement un sément en ionomère de verre. Vous devez toujours traiter cela de façon locale. Et les mesures de prophylaxie individuelle à appliquer à la maison sur un enfant de 3 ans, c'est trop tôt. Pas de dentifrice à haut dosage, de Durafate, non. Alors, je pense que les guidelines sont vraiment clairs là-dessus. Ensuite, il y a des questions concernant l'extraction possible de ces dents atteintes. Je pense que c'est un vaste champ possible, n'est-ce pas? Et nous avons déjà dépassé légèrement le temps qui nous est imparti. J'aimerais simplement dire que tu as invité tout le monde à te contacter par email et
Vous pouvez aussi nous contacter, les organisateurs du webinaire, si vous avez des questions. C'est effectivement une vaste thématique. Nous pourrions nous échanger là-dessus pendant une semaine ou même plus. Merci beaucoup, beaucoup à toi une fois de plus, Richard. Stéphane, pour ton exposé. Je remercie, et cela me tient à cœur, les participantes et les participants d'être restés avec nous à cette heure tardive. Merci pour vos questions. Et bien sûr, j'aimerais vous assurer que vous allez recevoir vos certificats pour 1 heure de formation continue. Vous allez recevoir par poste ou par mail dans les semaines qui suivent. Alors, ne partez pas parce que vous allez voir maintenant une information très importante pour une évaluation. Alors, justement, ce webinaire a été enregistré. Les consorts confrères qui n'ont pas été présents aujourd'hui peuvent consulter ce webinaire encore ex post. Je vais vous donner le lien. Voilà, justement, donc sous www.cpgabaprofessional.de, c'est donc sur notre site web allemand. Et il faut attendre un tout petit peu encore parce que nous devons traiter encore ce matériel avant de pouvoir le mettre en ligne. Une autre information très importante, c'est que justement, tu l'as dit, nous invitons tous les participants à rester avec nous encore pour nous donner tout de suite vos retours. Il y a un formulaire en ligne qui va s'afficher d'ici quelques secondes. Et vous voyez que sous www.gaba-events.ch, vous trouvez des informations sur d'autres formations continues en ligne ou en présentiel. Le 30 juin, nous avons déjà notre menu, le prochain webinaire au sujet des directives de la European Academy of Pediatric Dentistry. Pardon, je ne suis pas sûre, dit votre interprète, de bien avoir capté le nom de l'organisation. Si vous avez des doutes, envoyez un email. Merci beaucoup encore aux participantes, aux participants. Je serai très heureuse de vous souhaiter à nouveau la bienvenue lors d'un prochain webinaire. Bonne